Donc en matière de fiction pour la jeunesse et de culture populaire, la franche limite entre émetteurs et récepteurs tend à s'estomper, à se complexifier, pour aller vers toujours plus d'interactivité. Le jeu vidéo étant une manifestation évidente, évidemment, de ce phénomène. Il y a aussi les fanfictions, les produits dérivés intradiégétiques. C'est ce sur quoi on va un petit peu se focaliser aujourd'hui. Donc la question que je vais me poser, c'est comment les univers des fictions littéraires pour la jeunesse et young adulte se structurent à l'heure où l'interactivité gagne du terrain et quelles en sont les conséquences en termes de réception. Donc on sait évidemment que la réception ne peut pas être considérée en termes passifs, comme Umberto Eco l'avait perçu. Pour Henry Jenkins, les récepteurs, ils veulent plus des fictions qui peuvent juste consommer, ils veulent des fictions qu'ils veulent activement intégrer. Donc ça peut passer par exemple le transmédia. Donc on va investir l'univers via un jeu vidéo par exemple, par une déclinaison transmédiatique, ou par carrément une production fictionnelle qui peut être la fanfiction. Donc dans un premier temps, nous allons voir que ces mondes fictionnels observent une structure systémique qui a au départ été impulsée par des œuvres majeures de la littérature jeunesse, et puis que cette systématisation elle a été formalisée, entérinée par les jeux de rôle sur table. Ensuite, nous verrons en quoi la systématisation de ces univers va de pair avec leur mise en tension ludique et suppose une construction combinatoire des protagonistes, ce qui donne au phénomène de l'identification une nouvelle dimension. Et enfin, nous examinerons la manière dont cette structure systémique s'actualise au travers de produits dérivés et autres supports au statut intradiégétique, ce qui implique une mimétisation des objets culturels pour la jeunesse. Donc, je vais d'abord vous parler des univers systématisés, qui est une méthode démiurgique héritée de la littérature jeunesse, mais qui a été formalisée par les jeux de rôle. Donc en fait, Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, ont paramétré le tout premier des jeux de rôle en 1974, qui s'appelle donc Donjons et Dragons. Donc ce jeu, il compte Tolkien parmi ses influences majeures. Donc par exemple, c'est un jeu qui met carrément en scène des hobbits, tant et si bien que les avocats de Tolkien ont vite menacé de porter plainte pour violation de copyright. Donc du coup, après, ils ont été renommés en halfling, petites gens. Mais en fait, les références des terres du milieu qui sont incorporées à Donjons et Dragons ne s'arrêtent pas là. Et d'emblée, en fait, ils ont vraiment intégré le monde de Tolkien dans leur propre univers, qui est devenu vraiment indissociable des canons du genre. Donc, dans le même ordre d'idées, l'évolution des personnages, qui consiste à accumuler des points d'expérience pour monter de niveau, ce qui est repris maintenant dans les jeux vidéo, articule mécaniquement ce que Tolkien a appelé l'ennoblissement. Donc, l'ennoblissement, donc par exemple, là, je cite Vincent Ferré qui l'explique. Merry, Pipin, Sam et Frodo sont des personnages d'autant plus intéressants pour l'auteur qu'ils sont inexpérimentés au début du récit et plus susceptibles de beaucoup évoluer pour se transformer en être valeureux selon un processus que Tolkien nomme ennoblissement. Donc ajoutons également que le Seigneur des Anneaux comporte de nombreuses scènes d'affrontement, que ce soit les grandes batailles comme dans les Deux Tours, les duels entre Saruman et Gandalf, les escarmouches contre par exemple le troll des cavernes. On se rappelle évidemment du combat épique contre le Balrog dans la Moria, que voilà, Donjons et Dragons, ça va vraiment installer comme un topos du scénario un petit peu de jeu de rôle. Bilbo le Hobbit est encore plus parlant là-dessus, quoi, fait vraiment office de véritable canon narratif du JDR dans ses origines, puisque voilà, c'est un groupe d'aventuriers composé de nains guerriers, d'un hobbit voleur et d'un mage humain qui partent oxyre un dragon afin de récupérer un trésor, un royaume. Et Donjons et Dragons, mettant en place un système de jeu pour simuler ces affrontements, va les rendre interactifs pour les joueurs et en fait vraiment, à cette époque-là, son cœur ludique. Mais plus encore que ces références de fond, c'est vraiment la manière dont Tolkien a structuré son univers comme un ensemble systémique et cohérent qui nous intéresse ici, quoi. Donc, et cette cohérence, le fonctionnement même de cet espace diégétique, autant que son contenu, va impulser la méthode dont vont se construire les mondes en jeu de rôle, en fait, les mondes fictionnels. Donc la Terre du Milieu, elle offre un modèle schématique idéal. Donc selon les peuples, les relations sociales, ils sont organisés à partir d'un modèle assez médiévalisant. Et les personnages du roman, à première vue, peuvent facilement devenir des archétypes fondateurs. Donc Gandalf, le vieux magicien sage à la barbe blanche, Aragorn, avant qu'on sache vraiment qui il est, c'est un peu le chevalier errant des légendes arthuriennes. Il a un côté très rôdeur, en fait, qui est une des classes de personnages de Donjons et Dragons. Boromir évoque un petit peu la classe des paladins, et les hobbits, Pipin et Merry, c'est un petit peu des stéréotypes de houblards du jeu. Et puis évidemment, on a Gimli, le nain bourru, montagnard qui se bat à la hache, Legolas, le balève archer. Donc tout ça, ça va être vraiment des archétypes et des stéréotypes qu'on va retrouver en jeu de rôle, quoi.
Et donc, en démembrant ces différents archétypes, les auteurs de Donjons et Dragons en dégagent des paradigmes, les rouages et les briques qui les composent. Donc, il est possible d'y incarner des hobbits, des elfes, des humains, guerriers ou mages, et ainsi mis à la disposition des joueurs. Ceux-ci vont utiliser des briques pour construire leurs propres personnages qui vont être en fait structurés comme un ensemble de pièces d'engrenage qui sont à la fois fictionnelles et ludiques. Donc, la structure même de l'univers de Tolkien, en fait, incite à l'interactivité. Chaque personnage est un fragment de monde implicitement imbriqué dans un réseau complexe, dont certains composants ne sont que suggérés. Bon, on a des tas d'exemples dans Le Seigneur des Anneaux. On peut par exemple penser à la forteresse d'Angband, qui est un tout petit peu évoquée très vite dans Aragorn quand il raconte une légende. Et puis en fait, quand on ouvre le Silmarillion, on se rend compte qu'il y a toute une entrée encyclopédique monstrueuse dessus, et ce qui a fait un peu l'effet de richesse du monde de Tolkien, quoi. Donc chez Tolkien, ce matériau diégétique devient l'œuvre maîtresse, originelle, et la narration ne devenant qu'une des nombreuses manières de la parcourir et de l'envisager. De fait, puisqu'une bonne partie de ce matériau ne sera pas actualisée, alors on entend par là qu'il y a un récit ou roman ne viendra pas la rendre disponible et accessible pour le lecteur, cette matière. Voilà, donc le Silmarillion, c'est un peu l'incarnation aussi de toute cette matière qui n'a pas été actualisée par un récit. Donc le fait qu'il y ait toute cette matière en arrière-plan, ça constitue en soi une invitation au voyage, une œuvre qui demande à être investie pour être découverte, explorée et surtout réalisée par cet investissement, car sa forme encyclopédique n'est pas un format auquel la plupart des récepteurs peuvent être habitués. Et en un sens, c'est exactement ce qu'avait pressenti Tolkien. Là, c'est un petit morceau de lettre que je vous cite, où il explique qu'il a compilé un bon nombre de documents explicatifs, alphabet, historique, calendrier, généalogie, réservés aux vrais fans. Donc voilà, il parle vraiment de fans, c'est assez parlant. Donc implicitement, en mettant à disposition un univers sous forme de système, Tolkien permet aussi une appropriation aisée par un joueur qui souhaiterait investir cet espace, lui aussi en y créant ses propres fictions. Et le système de jeu de Donjons et Dragons entérine et rend explicite cette systématisation, et par là, elle permet enfin au récepteur d'investir cet espace fictionnel qui devient donc interactif. Donc la systématisation de ces mondes fictionnels, dont les briques apparentes sont facilement identifiables, devient dès lors les prémices de leur futur statut interactif et partagé. Et désormais, il semblerait que cette logique démiurgique, qui conditionne implicitement une forme de réception interactive, s'observe dans un grand nombre de fictions pour la jeunesse récente, comme Harry Potter, Hunger Games ou Naruto, dont on va parler un petit peu maintenant. Donc voilà, maintenant je vais me concentrer sur la structuration paradigmatique de ces univers fictionnels, mais comment elles investissent des œuvres de la littérature jeunesse. Donc, sa structure paradigmatique que nous venons d'identifier code certaines œuvres de la littérature jeunesse, mais pas que. Ça s'étale aussi au cinéma et à d'autres médias. Donc, ces univers, ils sont construits en briques apparentes, et chaque récepteur, en fait, peut venir les retirer et les réagencer selon son bon vouloir. C'est un peu des pièces visibles et évidentes du système qui est devenu le monde fictionnel, et elles se prêtent à merveille à la maniabilité nécessaire à l'interactivité. En d'autres termes, les paradigmes qui fondent le monde doivent, de la même manière, coder les personnages exactement comme les spécialités et les compétences d'un personnage de jeu de rôle sont censés refléter son histoire et son passé. Donc cette influence, elle implique plusieurs paramètres. Donc une place centrale des personnages, évidemment, de leur identité, de leur psychologie et de leur rôle en tant qu'acteur narratif dont parlait Isabelle, voilà, résumé aussi en tant à des simples notions de fonction, ce genre de choses. Et la mise à disposition d'un contexte favorisant les rapports sociaux tels que les enfants et ados les connaissent, comme dans une école. On va également avoir des schémas narratifs structurés en séquences, à la manière d'épisodes formant un ensemble cohérent, souvent chronologique, qui n'est pas sans rappeler les campagnes des jeux de rôle, qui sont en fait un enchaînement de plusieurs scénarios liés par une intrigue principale. Donc, comme en jeu de rôle également, l'objectif est d'aboutir à une évolution significative du personnage, qui au sens large donc, poursuit une quête, un but. Et ces différents éléments se retrouvent donc vraiment dans Harry Potter, Naruto et Hunger Games. Donc ces œuvres ont pour point commun, en plus de leur large succès, d'avoir été adaptées sur de nombreux supports médiatiques. Donc dans ces trois titres, l'évolution des protagonistes est sanctionnée et marquée par des étapes explicites qui parfois recoupent même les formats éditoriaux. Donc Harry Potter va aller à l'école de Poudlard, passe une classe de livre en livre, gagne la Coupe du Feu, participe au championnat de Quidditch et gagne un objet magique par niveau, si on peut dire, la cape d'invisibilité dans le tome 1, le balai volant, la carte du maraudeur dans le tome 3, etc. Naruto se voit enseigner des techniques précises par des professeurs de l'Académie Ninja, et donc il faut passer des épreuves pour monter en rang. Et les Hunger Games intègrent les personnages à un jeu compétitif, à l'issue duquel il existe des vainqueurs.
Donc d'une part, tous ces espaces très réglés et plus ou moins restreints permettent de mettre en place des relations sociales pas si éloignées d'un contexte scolaire. Par exemple, que ce soit la rivalité entre Harry et Drago, entre Katniss et Kato ou entre Naruto et Sasuke. Et d'autre part, ces univers font l'objet d'une mise en tension ludique. Donc le chemin initiatique parcouru par les héros, l'ennoblissement de Tolkien, leur évolution telle qu'on la trouve en jeu de rôle, devient le moteur dramatique principal, à partir duquel se déroulent les autres fils narratifs. Ainsi, ces étapes doivent être rendues saillantes dans l'univers fictionnel, sanctionnées par des institutions, selon un mode ludique. Donc on peut avoir le concours des maisons de Poudlard par points, les Hunger Games eux-mêmes, ou encore les combats en arène de Naruto. Autre manifestation de cette ludicisation des univers, c'est la création de personnages. Il ne s'agit pas tant de création à proprement parler que d'agencement en briques diégétiques. Cette tendance, donc, elle est manifeste toujours dans ces 3 œuvres, dont les univers mettent à disposition des lecteurs ces différents paradigmes aménageables en de très nombreuses combinaisons, qui sont, en fait, les protagonismes sont vraiment construits en syntagme de ces différents paradigmes. Donc dans Naruto, les personnages ont le choix entre la manipulation de divers éléments, foudre, feu, terre, etc., qui, selon leur association, permettent la maîtrise d'éléments secondaires, bois, lave, voilà. Viennent s'ajouter après diverses techniques de combat qui sont régies par des signes incantatoires inspirés des 12 signes chinois, différents styles de combat, 5 grands pays avec leur culture. Donc chaque pays, en fait, pareil, porte le nom d'un élément naturel. Il y a des classes ou des grades de ninja, enfin autant de paramètres prédéfinis qui font de cet univers un espace très réglé et permettent de composer son personnage qui portera sur lui les signes ostensibles de ces paradigmes, comme le symbole donc sur le bandeau frontal que portent tous les personnages, comme on le voit ici. Donc là, voilà, Naruto vient du village de la feuille, donc il a un emblème qui le représente directement. Donc ces paradigmes qui composent l'univers sont littéralement incarnés par des symboles que les personnages portent sur eux, ostensiblement, et par lesquels on va les identifier immédiatement. C'est pareil dans Harry Potter. La sphère dans laquelle évoluent les personnages est restreinte, une école, ils y sont élèves, mais exactement de la même manière, ils se singularisent par l'agencement des paradigmes disponibles, l'appartenance à une des 4 maisons, la spécialisation dans un domaine magique, parmi les matières qui sont enseignées, un équipement spécifique, baguette, balai, etc., ou l'appartenance à un groupe social, comme par exemple Hermione, qui est catégorisée comme une Sandbourbe. Le monde d'Hunger Games, c'est un petit peu la même chose. Il est partagé en 12 districts qui ont chacun une spécialité précise. Bon, là, la pêche pour le 4, l'agriculture pour le 11, etc. Et donc, cette origine très typée, ça constitue un premier paradigme de définition des personnages qui va notamment conditionner leur spécialité dans une arme particulière. Donc voilà, dans le Hunger Games, la spécialisation des armes avec Katniss pour l'arc, par exemple Pita qui explique qu'il arrive à soulever beaucoup de poids devant les juges parce qu'il a l'habitude de porter les sacs de farine de la boulangerie de son père. Tout ça, ça va vraiment définir tous les personnages. Donc chaque élément composant les personnages renseignant les codes du monde pour le lecteur. De la même manière, donc voilà, c'est toujours ces paramètres en fait qui s'inscrivent toujours dans un réseau diégétique cohérent, quoi. Voilà. Ces symboles, ils ont toujours beaucoup d'importance. Dans Hunger Games, le Gémeaux-cœur, qui figure d'ailleurs en couverture des 3 tomes, est un animal qui est très répandu dans le district 11. Katniss reçoit une broche le représentant au début du 1er tome, et au fur et à mesure, il va devenir l'emblème des peuples en rébellion. Katniss allant même jusqu'à porter un costume inspiré des formes de l'oiseau dans le tome 2 et 3, et insiste bien sur le fait que tout le monde se met à l'arborer. Donc c'est la même chose, par exemple, dans tous les personnages qu'elle peut croiser, au Capitole ou dans son district. Enfin, c'est vraiment un symbole qui va revenir constamment. Donc d'une part, ces paradigmes permettent de dépasser le stade de l'identification dans le cadre de la lecture d'une œuvre jeunesse habituelle. Chaque récepteur peut s'amuser à imaginer quel paradigme le définirait, puisqu'il suffit de créer ce syntagme pour être immédiatement intégré à l'univers, ce qui est d'autant plus vrai pour les récepteurs qui vont peut-être être habitués à certains jeux vidéo de type MMORPG comme World of Warcraft, qui ont directement emprunté ce système de création de personnages au jeu de rôle. Donc maintenant, on va voir comment les industries culturelles vont essayer de s'emparer de ce phénomène. Donc, je vais vous parler de la mimétisation des produits dérivés et des supports, qui sont des ersatz un peu à la croisée des mondes, ce qu'on appelle aussi donc, des artefacts fictionnels. Donc, ces paradigmes qui définissent les personnages sont des conditions indispensables à l'appropriation, qui, au-delà de la simple identification, permettent aux récepteurs de se projeter dans l'univers fictionnel. Donc, suivant des stratégies de récupération mercantile, ces fragments diégétiques apparents sont vendus sous forme de produits dérivés. Donc là, je vous ai mis
Vous voyez, on a l'écharpe de Gryffondor, le bandeau de Naruto qui est orné du symbole de Konoha, et la broche du Gémeaux cœur donc, qui est sur Katniss. Donc ce phénomène, en fait, explique également que les éditeurs ou les producteurs privilégient ce genre d'univers. Ces produits, symboles spécifiques d'un monde particulier, sont en quelque sorte des objets déictiques qui mettent en exergue ces spécificités et toute la richesse d'un univers. Donc cette systématisation des univers impulse une nouvelle stratégie commerciale, de laquelle découle une logique qui nous apparaît non plus centrifuge, parce que les genres populaires ont longtemps été qualifiés d'évasifs, mais centripète, où le merchandising s'attache à importer des objets grandeur nature de l'univers fictionnel, comme s'ils en débarquaient directement. C'est pas tant cela qui est nouveau, parce que ça fait un moment qu'il est possible d'acheter des sabres laser de Star Wars, que la réception passive dont ils font l'objet. Par exemple, l'écharpe des maisons d'Harry Potter, elle peut compléter une tenue vestimentaire quotidienne, ce qui est moins le cas d'un sabre laser, qui lui est plutôt un jouet à proprement parler, impliquant une pratique active, quoi, qui fait un peu l'objet d'une réception binaire, on joue avec ou on joue pas avec. Dans ce cas précis, plus encore que les produits dérivés posés sur une étagère, l'écharpe de Gryffondor ou la broche de Katniss ne sont pas tant des jouets, ils s'intègrent à un ensemble vestimentaire qui n'a rien à voir avec l'univers fictionnel, parfois. Ces objets ne se contentent pas d'imiter une fonction utilitaire, parce que le sabre laser ne découpe pas vraiment, mais ils la remplissent réellement, quoi. L'écharpe de Gryffondor, elle a les mêmes propriétés que n'importe quelle autre écharpe, et on la porte de la même manière. Donc par là, le fait d'arborer ces objets issus des univers fictionnels devient presque un signe d'appartenance à un groupe social. Ce qui est en jeu ici, ce sont les pratiques de réception des fictions jeunesse et young adultes, qui ne passent plus uniquement par le biais d'un produit culturel de diégèse, donc les romans, les jouets, etc., mais se voient complétés par des objets qui s'inscrivent dans une dynamique plus proche de la mimésis et qui ont une existence intradiégétique, comme s'ils avaient été extirpés de l'univers fictionnel pour s'intégrer harmonieusement au monde réel, selon une logique invasive. C'est ce que nous appelons voilà, un petit peu la mimétisation de ces objets. Donc, pour remonter un petit peu dans le temps, dans les années 80, on remarque une occurrence de ce genre de produits dérivés dans la série télévisée Dynasty, qui est un soap opéra qui met en scène la vie d'une riche famille puissante. Et les producteurs en fait, ont sorti une ligne de vêtements pour femmes, puis pour hommes, calqués sur les costumes les plus marquants portés par les personnages principaux, ainsi qu'un parfum qui porte même le nom d'un personnage. Et clairement, ici, le but est encore d'exploiter commercialement le phénomène de l'identification et de donner aux univers fictionnels cette dimension un peu invasive. Donc, si on dit souvent que les jouets repris dans les romans ou livres pour enfants, ils vont être destinés en fait, à un usage narratif avec lequel les enfants vont construire leurs propres histoires, là, c'est plus trop le cas avec ces espèces d'ersatz intradiégétiques. Il nous semble qu'ils sont plus un moyen pour les industries culturelles de capitaliser sur le sentiment d'immersion fictionnelle en le matérialisant. Donc, par exemple, là, je cite Jenkins qui dit « De plus en plus, le storytelling est devenu l'art de la construction de monde. Le monde est plus grand que le film, plus grand que la licence. La construction de monde suit sa propre logique de marché. » Donc, ces univers, en fait, sont résilients, c'est-à-dire qu'ils résistent à la finitude de leur support matériel originel, qui peut être un roman en plusieurs tomes dans nos exemples. Et en fait, il s'agit d'exploiter cette caractéristique. Le site internet Pottermore en est un parfait exemple. Entre le réseau social et le jeu vidéo, ce site permet d'acheter et de télécharger les e-books des romans et d'avoir accès à des textes inédits concernant l'univers, écrits par J.K. Rowling elle-même. Plus interactif et très proche d'un jeu de rôle online, les utilisateurs peuvent également intégrer l'école des sorciers, créer leurs personnages. Le but est de faire remporter à sa maison la coupe annuelle en obtenant des points, comme dans les romans. Et ce site permet donc de continuer à fédérer les fans autour d'un nouveau support d'un même produit, en jouant notamment sur le contenu additionnel, ayant pour caution l'implication de l'auteur et l'émulation permanente de l'aspect communautaire, où chaque utilisateur est susceptible d'en ramener davantage. Donc là, le but est d'adapter une méthode de communication au fonctionnement social intradiégétique de l'œuvre originale, donc ici, les maisons de Poudlard. Et bien sûr, on fait ça par le jeu, et on en profite pour mettre implicitement les produits littéraires, même si leur achat n'est pas obligatoire, au cœur du dispositif. Donc depuis quelques années déjà, les supports de la littérature jeunesse sont soumis à la même évolution. On observe une augmentation des livres qui semblent directement sortis de l'univers fictionnel qu'ils mettent en scène, comme des manuels de chasseurs de dragons ou d'apprentis sorcières, ou encore des livres encyclopédiques ou bibles, qui sont, dans leur forme, leur organisation et leur fond,
tout à fait comparable à certains livres de JDR, comme l'expliquait Isabelle. Et de surcroît, ces ouvrages utilisent des procédés éditoriaux qui sont assez similaires. Voilà, merci. Donc, dans une célèbre campagne pour le jeu de rôle, donc l'Appel de Cthulhu, qui est sorti en 84, qui s'appelle Les Masques de Nyarlathotep, on trouve donc, Isabelle vous en a un petit peu parlé, ce qu'on appelle des aides de jeu. Donc, ce sont des facsimilés, voilà, j'ai essayé de prendre quelques photos, c'est un peu sombre, qui reproduisent le plus fidèlement possible en grandeur nature certains indices que les personnages des joueurs sont censés trouver au cours de leur enquête. Donc ça peut être des articles de journaux, des télégrammes, des cartes de visite, des lettres manuscrites. Il y en a même une qui est restée célèbre. En fait, il y a une petite boîte d'allumettes. On demande au MJ de la découper, de la coller sur une vraie boîte d'allumettes et de la donner donc aux joueurs en disant vous trouvez ça à tel endroit. Et c'est à eux de le manipuler en fait. Ce qui est assez novateur, c'est que c'est aux joueurs de manipuler ces documents intradiégétiques, comme si leurs personnages donc, les avaient en main, pour trouver à l'intérieur les indices nécessaires à la poursuite de l'enquête. De la même manière, hop, donc ça date de 2000, c'est les manuels de la 3e édition de Donjons et Dragons, et ils se présentent vraiment comme des grimoires grandeur nature, en certains un peu kitsch, voilà, qui sont un peu façon facsimilés aussi, comme si c'était des grimoires précieux qui étaient directement issus de l'univers. Donc un phénomène similaire s'observe dans la forme que prennent les livres pour leur jeunesse. Donc on en trouve des manifestations assez tôt, avec l'Histoire sans fin par exemple dès 1979 de Michael Hand, qui imbrique une fiction dans la fiction et donne au livre un statut intradiégétique, puisque Bastien est immergé au sens propre dans le pays fantastique via ce livre, qui porte le même titre que celui du roman que nous sommes en train de lire. Donc la mise en abîme, pour le coup, est vraiment explicite, quoi. Donc déjà là, on a un objet fictionnel dans la littérature jeunesse qui est un peu un ersatz à la croisée des mondes, et le lecteur est assimilé par l'œuvre parce qu'il est même mis en scène par elle. D'ailleurs, dans le livre, si vous vous en souvenez, en fait, la différence entre les deux univers est symbolisée par un procédé typographique de gras et non gras. Donc, ainsi, l'objet fictionnel, le livre, opère doucement ce glissement vers ce statut, qu'il positionne davantage du côté de la mimésis, un ersatz intradiégétique qui est explicitement investi du pouvoir de briser le 4e mur et de permettre d'entrer dans la fiction et de la rendre interactive implicitement. C'est un motif d'ailleurs qui devient assez récurrent dans les fictions pour la jeunesse dans les années 90, par exemple le film Last Action Hero, où un jeune garçon, fan de films d'action, peut entrer dans le film de son héros préféré, en fait, grâce à un ticket de cinéma magique, dans Jumanji, qui est d'ailleurs aussi adapté d'un roman, sorti en 81. 2 enfants trouvent Jumanji un jeu donc, pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers, qui lui inverse le processus en important dans le monde réel des phénomènes issus du monde du jeu, et dans lequel un premier garçon, d'ailleurs, est resté prisonnier plus de 20 ans. Donc, du côté de la littérature jeunesse, donc là, voilà, je vous ai pris l'exemple du livre des Fées séchées de Lady Coddington, voilà, qui est plutôt du côté, un peu du côté de l'album vu le format. Donc, en fait, il simule la couverture d'un vieux livre à la reliure de cuir. Il y a des traces d'usure, on a des gardes à l'ancienne, un peu comme ça. Il y a une typographie manuscrite en fait, qui évolue au cours, ça c'est l'introduction, qui va évoluer au cours des pages. Je vous ai mis quelques exemples. Au fur et à mesure que la narratrice grandit, donc voilà, on a des ratures, des taches d'encre à la pluie, et puis après, on a même les fautes d'orthographe, et puis après, ça va un petit peu s'affiner et devenir de plus en plus mature. Et donc, en fait, le principe, c'est que le livre est vraiment l'objet fictionnel, parce que le principe de l'herbier de fées, c'est que quand les fées se posaient sur le livre, elles le fermaient, et donc ça les éclatait, et c'est pour ça qu'on a ces traces d'aquarelle en fait, qui sont reproduites sur les pages, quoi. Et donc voilà, on a même un paratexte de l'éditeur qui va jusqu'à certifier que les illustrations de ce volume sont des impressions psychiques de fées, qu'elles n'ont pas été blessées pendant le processus. Voilà. Donc voilà, là on a vraiment ici une mimétisation de l'objet livre. Voilà, et même l'éditeur met en place ce dispositif de simulacre pour faire ressentir au lecteur voilà, qu'il tient un objet unique et précieux, qui a une existence aussi bien extra qu'intradiégétique. Donc ensuite, on a le manuel du Jedi. Donc là, en fait, c'est un manuel à l'intention des jeunes étudiants Jedi qui utilise également une typographie manuscrite en plus
au cours du texte courant. En fait, au début, vous avez une légende avec tous les personnages de l'univers, Luke Skywalker, Dark Sidious et compagnie. Et en fait, le manuel, de façon manuscrite, va être commenté pendant tous les personnages, par tous les personnages, quoi. Donc, ce livre prétend avoir vraiment une existence intradiégétique, puisque quand on l'ouvre, il y a marqué que c'est une des plus étonnantes découvertes effectuées depuis l'ouverture de la nouvelle Académie Jedi. Et comme en jeu de rôle sur table et jeux vidéo, en fait, il est structuré selon de véritables niveaux. C'est la structure éditoriale du livre, quoi, sa table des matières, qui est initié Jedi, Padawan, Chevalier Jedi. D'ailleurs, c'est un peu les classes personnages qu'on retrouve dans le jeu vidéo Viol de République de Star Wars. Parce qu'ensuite, on parle de Jedi Gardien, de Jedi Consulière et de Jedi Sentinelle. Donc implicitement, cet ouvrage est un manuel d'intégration à l'univers fictionnel, comme un peu un livre pratique pour intégrer la fiction. Donc il suppose une réception qui est interactive, puisqu'il pousse le lecteur à imaginer quel genre de personnage il pourrait y incarner. Ensuite, on a un autre exemple avec les carnets de l'étrange, qui écrit d'ailleurs un livre écrit par Fabrice Collin, qui a commencé sa carrière d'écrivain dans le jeu de rôle, et Jérôme Noirès, qui lui aussi est auteur de jeux de rôle. Donc dans ce livre, en fait, on va proposer, donc voilà, c'est un côté carnet un peu précieux, couverture, imitation, faux cuir. On va proposer des enquêtes sur différentes créatures légendaires. Donc il y a les anges, les vampires, les loups-garous. Ici, c'est celui sur les vampires. Donc ces ouvrages évoquent là aussi un peu un supplément de jeu de rôle, parce qu'ils ont des illustrations, comme on peut le voir, donc pareil, d'objets intradiégétiques, de facsimilés, de la même manière qui laisse croire à la lectrice qu'elle est en train de lire un rapport de l'Institut de surveillance des phénomènes métanaturels. Donc là, les simulacres, pareil, ont pour rôle de faire passer l'ouvrage pour un dossier révélant une vérité cachée sur le monde réel, quoi. Donc c'est vraiment la frontière des mondes. En plus, il y a d'autres points communs avec le jeu de rôle. Il y a des classes de personnages de vampires qui sont quasiment les mêmes que dans le jeu de rôle de Vampire la Mascarade, qui est un jeu de rôle très très connu. Pour parler un petit peu des comics, Donc DC Comics a fait appel à un auteur de romans policiers pour écrire une enquête interactive où un cadavre vieux de 30 ans est retrouvé dans le manoir de Bruce Wayne. Donc Bruce Wayne qui est bien sûr l'identité secrète de Batman. Donc c'est pas construit comme une BD à proprement parler, puisqu'on a du texte réparti de façon assez classique à côté des images. Donc en fait, ce livre il est parsemé de 9 indices intradiégétiques. Un peu ce que je vous ai montré pour la campagne des masques de Nyarlathotep. Donc par exemple, on a un extrait de journal, normalement qui a été reproduit ici, un rapport d'autopsie, une photo, une lettre, etc. Et donc c'est au lecteur, entre la lecture du texte et l'examen de ces indices, de comprendre qui est le meurtrier, alors qu'il avance dans sa lecture et partage les idées de Batman, qui lui d'ailleurs dit avoir compris tout du long. Donc en fait, Batman ne révèle rien au lecteur, mais il interpelle en lui disant ce que toi tu as compris. Donc vous pouvez extraire les indices comme ça et les manipuler. Donc là, par exemple, c'est le rapport d'autopsie de Gotham et du commissaire Gordon. Et donc, il y a 9 objets comme ça qu'on peut regarder et qu'on peut manipuler et pour essayer un petit peu de comprendre qui est le meurtrier, quoi. Et donc, si le lecteur, de son côté, n'a pas découvert à la fin l'identité du coupable, il y a une petite enveloppe à la fin, voilà, qu'il peut décacheter pour découvrir la solution, quoi. Donc c'est encore plus immersif que les facsimilés qu'on a vus qui sont souvent scannés, parce que là, vraiment, le lecteur va pouvoir manipuler des indices qui semblent être vraiment directement sortis de l'univers du livre et rendre cette lecture interactive par assimilation, si on peut dire, parce que le lecteur assimile, intègre et s'approprie les objectifs du personnage fictif et il peut essayer de les mener en même temps que lui. Donc tous ces livres, à leur manière, sont des ersatz à la croisée des mondes. Et à l'heure du tout narratif, ils présentent parfois un côté encyclopédique qui les éloigne un petit peu de cette tendance. Leur valeur intrinsèque tient davantage à la sensation d'immersion qu'ils provoquent en tant que fragment d'univers. Donc en conclusion, la systématisation et la mise en tension ludique des univers des fictions pour la jeunesse permet d'installer un processus d'appropriation, comme il est facile de s'y projeter. La mimétisation des produits dérivés, qui brouille les délimitations des espaces fictionnels réels, est une manière de prolonger l'expérience de l'immersion dans l'univers de l'œuvre. Les livres illustrés qui ont ce statut anti-adrégétique jouent en fait le même rôle en amont, amorcer l'immersion dans l'univers fictionnel avant même la lecture du livre, avant la narration donc, selon une logique invasive.
Donc alors que les objets culturels classiques, qui sont les supports de la fiction tels qu'on les connaît ou qu'on les a connus, CD, livres, DVD, etc., ont tendance à se dématérialiser, ceux qui ont un statut intradiégétique connaissent un essor quand même assez inédit. Et donc ces ersatz à la croisée des mondes ont pour fonction d'étendre le processus d'immersion au-delà de l'univers représenté par l'œuvre, qui résiste donc à sa finitude. Et donc voilà, le but est de capitaliser un petit peu pour les éditeurs sur cette immersion. En fait, l'immersion dans l'univers, elle commence même avant et elle continue après l'objet lui-même. Voilà.